Bonjour à tous les deux. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Olivier, tu es cofondateur et coordinateur de l'Observatoire des multinationales. Et toi, Yvan, avec qui on partage des bureaux, tu es rédacteur en chef de Basta. Si je vous ai invité, c'est que vous avez publié tous les deux cet important opus aux éditions La Découverte. Ça s'appelle Multinationales au pluriel, une histoire du monde contemporain. Vous avez tous les deux dirigé en fait tous les contributeurs et contributrices qui ont participé à cet ouvrage. Vous faites une histoire dans sa longueur et dans sa densité de ce que vous appelez les multinationales. Alors justement, avant de dire à quel point c'est bien et de rentrer plus en détail dans ce que vous avez voulu dire, d'abord, quelle définition vous donnez à ce terme, ce concept de multinational? Vous y consacrez une partie de l'introduction, en disant que vous auriez pu utiliser d'autres termes qui recouvrent tout ou partie, en fait, de ce que c'est qu'une multinationale. Alors, pourquoi une multinationale ? En fait, multinational, c'est vrai qu'il faut dire que c'est un terme qui apparaît que dans les années 1970, dans un contexte particulier où il y a, suite au mouvement de décolonisation, le mouvement autour de 68, de fortes contestations, mais y compris ouvrières, des grandes entreprises, de la société industrielle, etc. Donc il y a une convergence de forces, on en parle dans le bouquin, où la multinationale devient un objet politique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle vraiment de multinationale. Mais nous, ce dont on traite dans le bouquin, c'est vraiment une réalité qui en fait date de bien avant, et une réalité de ces grandes entreprises internationales qui prennent de la puissance. Et moi, je définirais la multinationale de deux manières, enfin complémentaires, qui vont ensemble, je veux dire. Il y en a une, c'est la définition économique d'une multinationale. Ça, on connaît à peu près. C'est donc une grande entreprise qui a des activités partout dans le monde, qui a des filiales, qui peut délocaliser ou pas, qui exporte, qui se fait fabriquer ses produits à l'autre bout du monde, etc. Donc, qui organise sa production et ses flux financiers à l'échelle mondiale, et donc génère des profits sur le dos de la nature et des gens, des fois, très souvent, malheureusement. Donc ça, c'est la définition économique. Mais il y a aussi une autre réalité dont on parle beaucoup moins, c'est la définition que je dirais juridique ou politique ou juridico-politique d'une multinationale. Et ça, c'est tout aussi important, c'est la création de ces entités juridiquement autonomes qui réussissent de différentes manières à échapper à la régulation, au pouvoir des États, au pouvoir d'États-nations. Et dans les deux cas, c'est là que le bouquin commence, donc vers le milieu du 19e siècle. C'est à ce moment-là que, du point de vue économique, on a une accélération du transport. Évidemment, on est bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'Internet, etc., les avions, mais une première accélération à la fois du transport et des moyens de communication avec le télégraphe sous-marin. Donc, un changement d'échelle qui fait que tout à coup, une multinationale peut organiser sa production à l'échelle mondiale. Et on donne dans le bouquin le premier exemple qui est celui de Singer, le fabricant de machines à coudre, qui est un peu la première multinationale. Et au même moment, des innovations plus juridiques et politiques où on crée cette idée d'une société anonyme qui va chercher de l'argent en bourse pour financer des projets industriels. Donc ça, c'est tout nouveau du point de vue juridique. Et en fait, dès le début, on voit que ça crée des problèmes dont on parle encore maintenant quand on parle d'actionnaires, de dividendes, d'abus, etc. Dès le début, ça pose ces problèmes, Donc il y a cette continuité. Donc c'est vraiment le double pilier qui définit une multinationale, à mon sens. Alors, tu as donné, Olivier, le point de départ de votre livre, c'est le 19e siècle et notamment cette multinationale, cette entreprise qui est Singer. Vous découpez historiquement votre livre en plusieurs parties. Qu'est-ce qui justifie en fait ce découpage? Et du coup, ma question c'est, au fond, est-ce que l'histoire des multinationales est faite est-ce que c'est une lente accélération pour arriver en fait à 2025 dans le système que l'on connaît aujourd'hui, ou est-ce qu'il a connu des accélérations et puis aussi des freins parce que voilà, ont pu naître ici ou là des résistances, qu'elles soient politiques, qu'elles soient syndicales, etc. C'est les deux. Je pense qu'il y a une accélération continue entre le milieu du 19e siècle et puis où là on voit les premières grandes entreprises apparaître, s'internationaliser progressivement au départ à partir de l'Europe ou des États-Unis pour aller exploiter les matières premières, minières, alimentaires, etc. ailleurs.
qui profite aussi de toute la préhistoire des multinationales, c'est-à-dire les premières compagnies coloniales, les premières ligues les premières ligues commerciales et les maisons marchandes qui se sont mises en place au 15e, 16e, 17e siècle. Et donc voilà, il y a cette première accélération avec ce qu'on appelle la première mondialisation, qui oublie un petit peu vite toute l'internationalisation du commerce qui s'était déjà produit avant le 19e, mais on va rester là-dessus. Et ensuite, il y a une accélération à la fois liée aux évolutions techniques et technologiques qui vont favoriser le commerce, les échanges, la circulation de l'information, la circulation des produits, l'émergence progressive d'une société de consommation de plus en plus de masse, avec de plus en plus de besoins ou de demandes. Et dans ce cadre d'accélération et de montée en puissance des grandes entreprises qui vont occuper ces marchés, qui vont s'approprier des innovations technologiques et les diffuser massivement, il y a cette espèce de rapport de force continu entre ces grandes entreprises, leurs intérêts, fiscaux, économiques, juridiques, etc., leur capacité à contourner les frontières et les États, et en même temps des tentatives de régulation qui se mettent en place ou de contre-pouvoirs qui sont à la fois internes, puisque liés au mouvement syndical, aux mouvements sociaux, et aussi externes, les États, c'est comment ils vont arriver à plus ou moins réguler, plus ou moins diriger, plus ou moins planifier l'activité des multinationales avec des moments de réussite où ils vont réussir à le faire, comme notamment après la crise de 29 aux États-Unis. Alors il y a plusieurs phases. Il y a les mouvements contre la constitution de trust aux États-Unis au début du XXe siècle, puis le New Deal de Roosevelt ensuite, pour mettre fin un peu au laisser-faire total qui a provoqué la crise de 29. Et puis les régulations qui vont être héritées de la Seconde Guerre mondiale sur un certain nombre de plans, mais qui vont petit à petit faire l'objet de contre-attaques, de contre-offensives de la part des multinationales pour en arriver à des questions aujourd'hui qui se posent, notamment sur les questions environnementales, climatiques, avec quelle régulation de ces entreprises aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qui a permis à ces multinationales de prospérer? Quel est le principal moteur? Parce que là, vous avez dit tous les deux, et vous le dites aussi dans votre livre, ces multinationales n'ont eu de cesse de vouloir... Alors parfois, elles ont bénéficié en fait d'aides de politiques publiques qui allaient dans leur sens, mais parfois, vous le dites aussi, elles se positionnent, elles essayent de contourner en fait les différentes lois, les différentes souverainetés nationales qui peuvent s'établir ici ou là, ou les pouvoirs même politiques tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on les a, que les États les ont laissés faire? C'est quoi le moteur? D'où vient en fait la fascination que, en plus ça vous en parlez aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des chapitres qui sont vous consacrés à des entreprises particulières, et beaucoup de ces entreprises font partie de notre patrimoine culturel de façon très très forte, et on est fasciné par Coca-Cola, par Unilever, par je sais pas quoi, enfin toutes ces marques qu'on connaît tous et toutes par cœur. Qu'est-ce qui fait qu'on leur a laissé autant de pouvoir? Est-ce qu'elles l'ont récupéré toutes seules? Genre les hommes politiques les ont laissés faire? Ça vient d'où en fait? Je pense que ça dépend un peu des secteurs, mais clairement dès le début on voit c'est pas les grands États, donc au début la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et bientôt les États-Unis, et puis aujourd'hui le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Ce souhait d'avoir, notamment dans les secteurs les plus stratégiques, de l'énergie, de l'armement, de la grande industrie, c'est un souhait clair, donc il y a un soutien. Et ensuite les petits États, ça s'inscrit dans un rapport politique, géopolitique, qui fait que les petits États, ils n'ont pas forcément les moyens de contester. Justement, dans ce moment des années 70 dont je parlais au début, dont je parlais précédemment, c'est le moment les États décolonisés qui essayaient justement de remettre en cause ces rapports de force. Donc il y a toujours eu une forme de soutien des États. On le voit encore aujourd'hui avec les entreprises de la tech soutenues, et encore plus aujourd'hui avec Trump par les États-Unis en tant qu'État. Ensuite, l'autre clé de l'expansion des multinationales, c'est leur capacité à échapper aux règles, donc à jouer entre les juridictions, parce qu'on a quand même
des scènes politiques, des espaces juridiques, des règles qui sont décidées à l'échelle nationale. Et à partir du moment où elles ont la capacité matérielle, en faisant circuler les flux financiers, d'échapper aux règles, donc elles ont toujours un rapport de force favorable. Et on le voit très bien, par exemple, après la Première Guerre mondiale, il y a un article qui est consacré à Nestlé, qui... donc Nestlé, c'est une entreprise qui a été créée très tôt au 19e siècle, qui a prospéré sur fond de libre-échange, tout allait bien. Première Guerre mondiale, il y a un moment où les États sont plus soucieux de la nationalité des entreprises, ils ferment les frontières, et ben Nestlé, ils se sont organisés pour rester puissants, rester riches, mais en s'adaptant à ce nouvel ordre. Et donc, un des succès, c'est aussi la flexibilité qu'ont les multinationales de s'adapter à un nouvel ordre. Et aujourd'hui, on pourrait très bien penser, ah oui, on est sur fond de rivalité entre blocs, les États-Unis, l'Europe, la Chine, donc il y aura moins de multinationales au sens où elles sont moins mondiales. Ben non, parce qu'elles vont s'adapter pour prospérer sur ce fond, quoi. Et voilà. Ensuite, les autres ressorts de la puissance des multinationales, c'est clairement les dynamiques de concentration, donc de monopole, de pouvoir racheter d'autres des concurrents, de devenir de plus en plus grosses. Ça aussi, c'est un fil conducteur très clair. Et la maîtrise technologique, ça c'est vraiment un point qui ressort très fortement. À la limite, avant même de faire ce livre, j'étais pas conscient à ce point, à quel point les multinationales, elles ont historiquement assis leur domination sur des innovations technologiques. À une certaine époque, c'était la voiture, donc elles ont imposé, il y a un article de Jean-Baptiste Fresso qui le raconte elles ont imposé à moitié la voiture, alors qu'il y avait des mouvements qui disaient sociaux divers ou des alternatives comme les transports en commun qui disaient la voiture, c'est pas une bonne solution. Elles ont réussi à l'imposer avec des alliances politiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le numérique, c'est exactement ce même jeu qui se rejoue comme il s'est joué sur plusieurs technologies. Mais moi, je pense, pour compléter ça, je pense que sur le côté, on va dire, positif des multinationales, il y a une capacité de s'organiser, d'organisation interne, qui va favoriser un certain nombre de... Enfin, peut-être pas d'inventivité, de créativité, enfin aussi, mais surtout arriver à diffuser des produits et à optimiser leur mode de production, à optimiser leur transport, que les États ne sont pas forcément en capacité de faire. Donc c'est ça qui va les rendre aussi attractives. Et puis elles vont, au cours du 19e et du 20e siècle, effectivement incarner toute une partie des progrès technologiques ou se les approprier. Et donc on a l'impression que le téléphone, c'est grâce à Bell, qui va devenir une grosse entreprise américaine, voilà, les premiers produits alimentaires comme Liebig ou Coca-Cola, c'est des marques. Les premiers savons des frères Lever, etc., etc. Donc, et elles vont garder cette image de création, d'innovation, avec des produits où le design, le marketing va prendre de plus en plus de place pour séduire de plus en plus de consommateurs. Donc ça c'est le côté positif. Après le côté négatif, où là, du coup, les États ou les formes d'organisation politique leur ont laissé beaucoup de place, ou voire trop de place sur certains sujets, c'est sûr. À un moment donné, une règle fiscale, ça reste les politiques qui les décident. Une règle de savoir les questions de droit du travail, qu'est-ce que le travail digne ou pas, ça reste les politiques qui décident de ce qui est acceptable ou pas. Et pour le coup, les multinationales vont se jouer des frontières, vont se jouer des diversités de règles ou de non-règles, pour abuser massivement d'un certain nombre exploiter brutalement des populations, aller piller des ressources sans prendre en compte les questions environnementales, etc. Mais ça, à un moment donné, c'est une place qui va leur être laissée par le politique. Et juste, pardon, pour compléter, c'est vrai qu'il faut insister là-dessus, c'est aussi un fil conducteur, quelque chose qui apparaît dès le début des multinationales, cette capacité à jouer sur les désirs, à travailler le désir des gens, donc les premières formes de publicité, tout ce qu'on connaît maintenant, en fait, ça date même pas de la société de consommation au sens des années 60, ça date sous des formes plus réduites évidemment, mais travailler les désirs des gens, se rendre désirables, s'associer à l'innovation, effectivement, c'est là depuis le début. Et plusieurs chapitres qui sont consacrés justement, notamment à Edouard Bernays, une des figures clés sur cette réflexion sur comment on travaille l'opinion. Dès le début, elles ont travaillé l'opinion pour dire nous, on est l'innovation, nous, on est ceux qui apportent le progrès. Là, l'aspect particulier consommation de masse, et l'aspect est aussi en capacité de réaliser des grosses infrastructures. On pense, voilà, quand le chemin de fer s'étend en Europe, il faut de l'acier, il faut des matériaux, il faut les produire. Donc il y a des grands groupes qui vont se créer en partie grâce à ça. On en parle aussi du groupe Lafarge, un géant du BTP aujourd'hui qui a eu dû son expansion au canal de Suez et la participation au creusement du canal de Suez. Donc c'est aussi leur capacité à réaliser des grandes infrastructures qui vont aussi à un moment donné frapper les imaginaires sur c'est telle entreprise ou tel groupe d'entreprises qui a réussi à faire ça.
La plupart des exemples que vous donnez de multinationales se situent dans le monde occidental. Pas toutes du tout, hein. Il y en a dans le monde asiatique, dans la péninsule arabique, dans le monde, sur le continent africain. Mais quand même, il y en a beaucoup dans le monde occidental. Et d'ailleurs, vous situez, on a parlé tout à l'heure de Singer, c'est une multinationale occidentale. Est-ce que la multinationale est une invention occidentale qui ensuite a été récupérée ou déclinée en fait dans des pays qui ne faisaient pas partie de ce monde-là? Et sous question, dans quelle mesure parce qu'on parle souvent, quand on parle de multinationale, d'empire. On dit, ah oui, c'est l'empire de Coca-Cola, l'empire de McDonald's ou l'empire d'Unilever, je ne sais pas quoi. Dans quelle mesure il y a une dimension coloniale à le développement de ces multinationales? Je pense qu'effectivement, donc on a un chapitre un peu où on parle de la préhistoire des multinationales, et donc on parle notamment de ces formes un peu comme les grandes maisons de commerce qui faisaient du commerce à l'échelle mondiale, qui affrétaient des navires pour aller chercher des matières premières, les revendre, etc. Ça, c'est pas une réalité occidentale. Donc ça, on en a eu en Europe au Moyen-Âge, après, et il y en a eu en Inde. Donc ça, c'est la réalité un peu universelle. Effectivement, je pense que la multinationale telle qu'elle émerge au 19e, c'est la nouveauté à la fois parce qu'il y a eu les technologies qui étaient là, qui sont nées en Europe de fait, et parce qu'il y a eu cette invention juridique qui est aussi basée en Europe. Ensuite, effectivement, on voit au 19e siècle, il y a des multinationales asiatiques, notamment, qui existent encore aujourd'hui, indiennes, japonaises, Fuji, etc., les ancêtres de Fuji, qui sont créées au 19e siècle, mais c'est vraiment clairement des imitations, notamment au Japon, des imitations de ce qui existait en Europe. Donc, ensuite, c'est cette forme européenne, et pendant très longtemps, faut le dire, au XXe siècle, la multinationale, c'était par définition américain, donc c'était très associé à un modèle américain qui s'est répandu, et les multinationales européennes ont un peu imité d'une certaine manière les innovations de management, d'organisation qui venaient des États-Unis. Et aujourd'hui, ce modèle, il s'est mondialisé, et donc on a des multinationales chinoises, etc., mais qui, structurellement, sur les aspects juridiques, etc., fonctionnent un peu de la même manière que les multinationales occidentales. Ensuite, pour l'autre partie de la question, effectivement, clairement, si c'est multinational, c'est parce que elles ont pensé, parce qu'il y avait déjà elles ont leurs racines dans ce commerce colonial dont parlait Yvan à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle. Donc faire venir des matières premières. Au début, c'était donc les compagnies étaient centrées sur les denrées précieuses, ou les épices, ou l'or éventuellement. Mais c'est la base des circuits qui, petit à petit, ont touché par exemple des matières alimentaires coloniales comme le sucre, le coton, qui effectivement sont la base, les premiers préfigurent d'une certaine manière, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes d'approvisionnement de Apple, Nike, etc., qui fait venir son coton de l'autre côté de la planète. Donc c'est ancré dans ces formes d'organisation économique et dans ces rapports de force entre pays qui sont effectivement consubstantiels à l'existence des multinationales. C'est clair que les multinationales, elles viennent, sauf dans la majorité des cas, il y a des exceptions bien sûr, mais de pays dominants au niveau planétaire. C'est pour ça que pendant longtemps, il y a eu très peu de multinationales chinoises ou autres, et plutôt des multinationales européennes et nord-américaines. Moi, je pense que le principal avantage compétitif des multinationales occidentales, ça a été la colonisation. Parce qu'il y a une période où les différentes parties du monde sont au même niveau d'évolution technique, d'intensification des échanges commerciaux, de production alimentaire, etc. Et ce qui va créer la fracture et le fait que l'Europe puis les États-Unis passent devant, c'est la colonisation. C'est ça qui va leur donner un accès à des matières premières très bon marché, à une main-d'œuvre très bon marché, et qui va leur donner clairement un avantage compétitif, et qui va peut-être permettre aussi cette espèce d'invention juridique européenne dans un monde qui devient capitaliste, où on crée des entités où les capitaux arrivent d'un côté et vont être optimisés pour la production, la recherche d'invention, la recherche de l'autre, et ce qui va être la base, le moteur de base des multinationales. Mais clairement, la colonisation est un avantage compétitif. Ouais. Alors, si je prends les exemples que vous donnez dans la première partie, donc qui traite de la deuxième partie du 19e siècle, c'est assez intéressant parce que tous
enfin beaucoup en tout cas, sont encore des multinationales qui aujourd'hui sont très puissantes. Singer continue d'exister, Max Havelaar, Liebig, je tourne la page, Lafarge, Krupp, NC, Bell, Schneider, tout ça, ça existe toujours. Est-ce que les multinationales, et d'ailleurs la plupart en fait des exemples que vous citez, sont toujours aujourd'hui des multinationales et sont sûrement encore plus puissantes qu'au 19e siècle. Donc est-ce que les multinationales sont condamnées, pour nous et pour la planète, à prospérer ? Non, évidemment, il y a aussi des multinationales qui ont disparu ou qui ont beaucoup changé. Par exemple, Schneider, à l'époque au 19e siècle, c'était un groupe industriel. Aujourd'hui, ça existe encore, mais ils sont totalement recentrés sur donc tout leur business dans l'acierie, le charbon, il a disparu en Europe. Et ils sont recentrés sur les équipements électriques. Donc en fait, c'est une autre entreprise. Ils ont utilisé les capitaux qu'ils avaient accumulés, mais ils sont en partie repris des activités qui existaient depuis le début du XXe siècle. Mais c'est une autre entreprise. Des entreprises multinationales et aussi peut-être données. C'est ça. Donc elles peuvent, effectivement, elles ont cette flexibilité. Mais effectivement, ce qui est frappant, donc il y a des multinationales qui meurent, des fois par décision politique. Par exemple, un des exemples les plus connus, c'est celui de la Standard Oil, donc qui était le grand monopole pétrolier de Rockefeller, qui a été scindé en 36 entreprises par la Cour suprême américaine. Bon, c'est un cas un peu exceptionnel, mais bon, ça arrive qu'il y ait des interventions politiques sur les multinationales. Donc, pour plusieurs raisons, elles changent, etc. Et elles peuvent mourir dans certains cas. Le vieux groupe Schneider, il est mort. Le groupe Empin dont on parle, qui était un grand groupe d'acier, notamment pour ce secteur de l'acierie et du charbon européen, qui est totalement, à moitié, qui est moribond, qui a quasiment disparu. Qui un jour, ça pourrait arriver aussi malheureusement pour l'industrie automobile européenne, on ne sait jamais. En tout cas, en ce moment, elle est en crise. Donc, ça peut arriver que les multinationales meurent comme les empires. Mais effectivement, ce qui est frappant, c'est aussi cette capacité à prospérer. Et sur le long terme. Bon, ensuite, les multinationales n'ont pas tous le même âge. Il y en a qui sont nés au 19e siècle, qui existent encore. Krupp, maintenant, ils ont fusionné avec leur principal rival, ThyssenKrupp, ça existe. Même une multinationale indienne, Tata, pareil, ils existent encore, etc. Les grandes multinationales japonaises. Ensuite, beaucoup des multinationales les plus puissantes aujourd'hui, comme les géants de la tech, elles sont plus récentes. Là, tu as parlé de cette décision de la Cour suprême pour l'entreprise des Rockefeller dans le pétrole qui a été scindé en 36 entités différentes. Donc là, on parle du pouvoir politique qui prend une décision. Quel autre type de résistance peuvent naître pour contrer, voire éventuellement concurrencer le pouvoir dévastateur de ces multinationales? La première dont on parle dans le livre, c'est les travailleurs qui s'organisent, qui doivent commencer à s'organiser de manière internationale pour pouvoir peser face à une entreprise, ses filiales ou l'entreprise qu'elle a rachetée dans un autre pays. Et donc ça, c'est la première internationale dans les années 60, 1860, qui se crée avec, qui sera relativement éphémère, mais qui va poser les bases de toute l'activité syndicale internationaliste qu'on connaît encore aujourd'hui. Maintenant que les grosses confédérations, que ce soit la CGT ou la CFDT, vont travailler avec la Confédération européenne des syndicats, vont avoir des alliances, créer des alliances avec des syndicats aux États-Unis, en Asie, etc., et soutenir des combats internationaux. Donc c'est le premier contre-pouvoir qui s'exprime en interne. Et qui s'exprime sur les intérêts premiers, même si c'est en train d'évoluer aujourd'hui, des travailleurs, c'est-à-dire les salaires, la question des droits, de ne pas avoir une concurrence déloyale dans une autre entreprise, dans un autre pays, etc. etc. Et après, il y a d'autres pouvoirs qui émergent. Alors, il y a le pouvoir politique, on en a parlé, des États, qui sont en capacité de réguler, de laisser le champ libre ou pas sur tel ou tel périmètre aux multinationales ou de les encadrer et de faire respecter ces encadrements. Ça s'est vu dans l'histoire, donc on peut très bien imaginer que ça peut se voir à nouveau demain. Et puis il y a aussi un acteur qui ont émergé dans les années 50-60 sous différentes formes. C'est ce qu'on appelle un peu les organisations non gouvernementales. Non gouvernementales, à la fois des associations de consommateurs qui vont commencer à réagir sur certains produits et surtout les grandes organisations environnementales qui sont nées des dégâts, à partir des dégâts écologiques causés par plusieurs secteurs sur l'environnement. Donc c'est un peu les trois contre-pouvoirs
principaux qui sont encore valables aujourd'hui, qu'on identifie, les syndicats en interne, le politique et la société civile, ONG, sur la consommation et l'environnement. Je vais poser une question de mec de droite, mais est-ce que le marché, comme si c'était genre un journaliste à challenge, est-ce que le marché peut, dans une certaine mesure, se proposer comme régulateur de ces multinationales et de leur pouvoir? Je sais que la réponse est non, mais voilà, est-ce que les règles, par exemple, de concurrence entre multinationales, je sais pas moi, l'émergence en fait de la croissance verte, vraiment je dis des mots qui me sortent par les trous de nez, mais dans quelle mesure voilà, le marché aujourd'hui n'est pas capable tout seul, le marché néolibéral, de contrecarrer le pouvoir sans arrêt plus avant de ces multinationales? Ben on voit clairement que la dynamique de la concurrence, donc du marché, entre guillemets, en fait, elle mène à son opposé. Parce que si on laissait le marché libre, d'ailleurs, c'est un peu ce à quoi on assiste de fait, les entreprises deviendraient beaucoup plus grosses parce qu'elles rachèteraient leurs concurrents, elles arriveraient dans des nouveaux pays, au nom des traités de libre-échange, elles écraseraient tout ou rachèteraient les entreprises locales. Et au bout du compte, il y aurait plus que 2-3 entreprises qui domineraient les secteurs d'activité. C'est un peu ce qu'on voit quand même dans pas mal de secteurs, dans le numérique, mais pas seulement. On parlait de Lafarge du ciment. Voilà, il y a 2-3 gros géants du ciment. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises automobiles quand on compte tous les grands groupes. Donc on est quand même. Et donc la loi du marché entre guillemets, elle mène à des positions dominantes et sans contrepoids sur les impacts environnementaux, sociaux, etc. Et les multinationales, on l'a pas vraiment dit comme tel, mais ça reste une machine à générer des profits. Donc c'est quand même la fin de donc s'il n'y a pas de contre-pouvoir, on peut pas concevoir que le marché s'autorégule. Et puis c'est ce qui est montré dans le livre. Enfin, on parlait de la Standard Oil aux États-Unis au début du XXe siècle. Le secteur pétrolier aux États-Unis au départ, c'est plein d'artisans, de petites entreprises qui vont forer, qui vont transporter le pétrole, donc une espèce d'écosystème de plein de boîtes petites. Et malgré la liberté, le libre marché fait qu'à un moment donné, il y a un méga monopole qui se constitue et qui contrôle tout, qui écrase les concurrents et qui rachète le reste. Et là, ce qui est en train de se passer sur des nouveaux secteurs, entre guillemets, comme la tech, c'est un peu ce qui se produit, c'est que dans les années 90, début des années 2000, il y a une émergence, une ébullition de start-up, d'entreprises qui se créent sur la tech. Aujourd'hui, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, ont racheté quasiment tout ce qui avait émergé et sont dans une situation de quasi-monopole sur leur secteur bien défini là-dessus. Donc, est-ce que c'est acceptable ou pas? Parce que ça donne une puissance quand même considérable. Et pour rebondir sur la question de la prospérité que tu posais tout à l'heure, à un moment donné, il faut aussi se poser la question je pense que l'arrivée de la question climatique change beaucoup de choses, dans le sens où les multinationales pouvaient, dans un monde ouvert, prospérer de manière sur le long terme. Mais aujourd'hui, dans un monde limité, avec des ressources limitées, que ce soit ressources à la fois matières premières, mais aussi ressources atmosphère, etc., à un moment donné, on ne peut pas avoir des entités qui sont dans une quête de profit illimité et de prospérité illimitée. À un moment donné, physiquement, ce n'est pas possible. Donc il y a cette question-là qui nous arrive en pleine face. J'ai une dernière question. Tu viens de parler des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft et compagnie. On a parlé, dans votre livre, vous parlez de LVMH, vous parlez d'Ency, etc., qui est genre un des piliers quand même de LVMH. Il s'avère que tous les gens aujourd'hui qui dirigent ou qui possèdent ces entreprises, ces multinationales, sont des turiféraires, des zélotes de Donald Trump, le nouveau président américain. Est-ce que vous considérez que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est l'avènement politique du pouvoir qui maintenant est carrément officiellement et de façon transparente est passé du monde économique au monde politique, et que Donald Trump est président des multinationales et qu'il agit quasiment en leur nom en tant que président des États-Unis d'Amérique? Oui, je pense que d'une certaine manière on peut dire ça. Juste disons, il y avait une sorte de répartition en tout cas dans la plupart des cas, avec des questions
on vivait dans un régime où il y a une sorte de répartition des rôles entre le politique qui limitait les dégâts, qui mettait quelques régulations pour éviter qu'il y ait trop de contestations, qui faisait un peu de redistribution, et le pouvoir économique qui avait un peu les mains libres dans ces, mais qui était sanctionné vraiment quand ils abusaient trop. Et là, je pense que moi, j'interprète en tout cas une partie, il y a plein de raisons à l'élection de Trump et au modèle, mais une des raisons, et on le voit très bien dans le secteur de la tech, c'est que on est arrivé à un point où même cette répartition des rôles était plus assez acceptable pour justement les multinationales, notamment dans le secteur de la tech. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette volonté de reprendre la main, enfin cet opportunisme de surfer sur des vagues de ressentiment justement liées à l'injustice économique, etc., pour reprendre la main sur le pouvoir politique avec un personnage de Trump qui était la bonne personne au bon moment. Et effectivement, c'est très clair aux États-Unis, on a les entreprises de la tech, dans une large mesure, sont alignées dirigent le gouvernement, refaçonnent le gouvernement à leur image et selon leurs intérêts. Avec juste cette petite nuance que les multinationales, dans beaucoup de cas, elles ont les mêmes intérêts, elles agissent de concert, mais il y a aussi des rapports de force qui se jouent entre les multinationales, entre multinationales de différents pays, entre multinationales de différents secteurs. Et ce qui se joue quand même un peu aux États-Unis en ce moment, c'est aussi un passage le passage de garde entre les entreprises industrielles mieux établies, notamment tout le complexe militaro-industriel, Boeing, etc., qui étaient les vaches à lait de l'État américain, qui fixaient un peu qui allait, à la limite, pour caricaturer, où est-ce qu'ils allaient faire la guerre, etc., et qui touchaient plein d'argent de l'État américain. Et aujourd'hui, on voit les GAFAM et leurs alliés à Wall Street qui veulent prendre ce jackpot et donc qui vont marginaliser certains groupes comme Boeing, qui est l'exemple type parce qu'ils ont plein de problèmes, qui vont être marginalisés. Donc il y a aussi un côté gagnant-perdant, mais clairement en termes de modèle politique, il y a cet alignement sur les intérêts des multinationales. Et puis ça pose la question aussi de la liberté entre guillemets fiscale qui a été donnée aux multinationales, parce que toutes les grosses fortunes aujourd'hui qui se positionnent, notamment pour Trump, voire pour l'extrême droite en général, elles ont accumulé leur fortune grâce à un moment donné, l'absence ou la quasi-absence d'imposition, de fiscalité sur leurs sources de profit, qui sont les grandes entreprises dont ils étaient soit les fondateurs, soit les principaux actionnaires. Et ça pose la question du pouvoir qu'on leur laisse en faisant ça. C'est-à-dire qu'un Elon Musk est en capacité de dire tiens, telle partie, tel endroit du monde me plaît, donc je vais déverser des dizaines de millions de dollars pour le faire vivre, le faire prospérer. Donc ça pose une vraie question démocratique au-delà même du pouvoir des multinationales qui restent des entités, on va dire, un peu collectives avec des actionnaires, des dirigeants et des travailleurs qui vont plus ou moins avoir un petit pouvoir d'influence en interne, mais du pouvoir qu'on laisse à des individus seuls qui vont décider seuls de ce qui est bien ou pas, selon eux, pour l'humanité. Mais ça, et on terminera là-dessus, le fait que aujourd'hui, dans les multinationales dont on parle beaucoup, le pouvoir soit ultra concentré en une seule personne, en l'occurrence Elon Musk, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, est-ce que c'est que des hommes blancs, hein? Enfin, d'ailleurs, la plupart des personnes dont vous parlez dans le livre sont des hommes. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une spécificité? Est-ce que nos multinationales sont en train de devenir aussi des entreprises complètement unipersonnes, où le pouvoir est détenu par une seule personne? On a l'impression que Donald Musk, il peut faire absolument tout ce qu'il veut dans son entreprise, virer tout le monde du jour au lendemain, changer complètement les orientations de ses entreprises, etc. Qu'il y a aucune collégialité. Au moins, on dirait qu'il n'est même pas tenu en fait par des actionnaires, je sais pas, comme j'imagine à la Société Générale ou dans ce genre de banque où en fait c'est des gens quand même qui se réunissent dans un conseil d'administration. C'est pas un type tout seul qui décide de changer complètement la politique de la banque. Ouais, effectivement, quand on regarde historiquement, effectivement, on a les deux modèles, les multinationales qui sont encore très liées à leurs fondateurs. Effectivement, il y a des pouvoirs assez concentrés dans une personne. Et là, dans le secteur de la tech, on est typiquement sur ce modèle. Parce que c'est des modèles jeunes. Voilà, c'est des modèles jeunes. Et ensuite, on a aussi des multinationales, y compris aujourd'hui, comme Sanofi ou Total ou d'autres, qui sont possédées par les marchés financiers, donc qui n'ont pas un gros actionnaire, un gros PDG, et dont les dirigeants en fait obéissent au marché financier de fait, quoi. Alors, ils sont jugés sur leur capacité à générer du cash, etc. Donc on a un peu les deux modèles qui coexistent. Mais c'est vrai qu'avec le secteur de la tech,
certains modèles un peu français de retour en force des grandes familles, notamment dans le secteur du luxe. On a un peu un retour en force de ce modèle qui mythologise un peu la figure du fondateur, en fait, qui avait quand même été marginalisé pendant tout le XXe siècle et qui revient en force. Et évidemment, ces personnalités, Bernard Arnault, Bolloré, évidemment, elles seront d'autant plus tentées qu'elles ont cette illusion de toute puissance, de s'investir en politique, d'intervenir sur la scène politique, etc. Elles sont beaucoup plus dangereuses d'un point de vue démocratique. Bon, c'est dangereux qu'une entreprise comme Sanofi se fasse du cash sur la santé, c'est un danger. Et un autre danger qui est ces grands milliardaires, possesseurs d'entreprises qui ont à leurs moyens des moyens d'action très forts, X pour Elon Musk, etc. et d'autres, qui peuvent aussi choisir, ou le groupe Vivendi pour Vincent Bolloré, qui peuvent choisir de les mettre au service en plus de leur cause personnelle, quoi. Est-ce que vous pensez que la 6e partie de votre bouquin, c'est-à-dire 2025, je sais pas quand, ça pourra être la fin des multinationales? Ou est-ce qu'on n'est pas parti sur cette voie-là? La fin, je sais pas, qu'à un moment donné, qu'il continue d'y avoir des organisations économiques performantes, parce que si les multinationales à un moment donné ont pris cette place-là et ont duré, comme on l'a dit, pendant plus de 150 ans, pour certaines, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont quand même des choses à apporter, une certaine performance, etc. Après, je pense qu'elles seront toujours là, mais à un moment donné, il faut que le politique, mais quand je dis le politique, c'est la politique au sens large, c'est que l'intérêt général, l'intérêt de la planète, l'intérêt de l'environnement, l'intérêt des salariés, etc., reprennent, qu'on soit en capacité de reprendre la main sur tous les dérives ou les abus ou l'espèce de quête de profit continu et sans limite de ces grandes entreprises-là, parce que c'est plus possible de continuer comme ça, ou alors d'avoir ce qu'on pouvait esquisser aussi avant, un monde régi par des oligopoles ou des monopoles, avec des personnes toutes puissantes à leur tête, qui vont se répartir les secteurs économiques, exploiter. Et là, pour le coup, c'est la fin des États-nations. Donc, si les États-nations ou les confédérations d'États veulent survivre et continuer d'exister comme société démocratique où les populations ont encore un levier sur leurs dirigeants politiques, les choix politiques, les choix de société, etc., qui sont faits, ou est-ce que c'est à un moment donné les entités économiques, financières qui prennent le contrôle de tout ça? Moi, je pense qu'on est vraiment à un point où autant les multinationales se sont développées parce qu'elles ont apporté plein de choses, matérielles, immatérielles. On est vraiment à un point où la question doit se poser de est-ce qu'on justement doit pas leur laisser s'en débarrasser, quoi, c'est-à-dire leur reprendre de la place, quoi, parce qu'elles ont pris. Ce qu'on raconte dans le livre, c'est à quel point elles ont conquéri petit à petit des nouveaux secteurs de notre vie. Au début, c'était vraiment juste l'industrie, les grands travaux. Ensuite, il y a eu des produits agroalimentaires. Ensuite, c'est devenu... tout le monde se nourrit grâce aux multinationales, malheureusement, aujourd'hui. Enfin, la plupart des gens, parce qu'ils vont au supermarché, ils achètent des aliments qui sont commercialisés par des multinationales, etc. Et en plus, avec le numérique, ils ont envahi le monde de la culture, de l'information. Donc, on est à un moment où à la fois ils sont trop puissants parce qu'ils sont trop là et on commence à se demander est-ce que les avantages qu'ils prétendent nous apporter, ils sont vraiment aussi avantageux par rapport à d'autres options. Et là, je pense dans le domaine du numérique, on peut se poser la question est-ce que Twitter, ça nous apporte tant probablement pas. Même on voit bien aussi que il y a ce terme son nom m'échappe, Cory Doctorow, je crois, son mot de l'année, c'est enshittification, pour dire, il montre à quel point tous ces outils numériques, ils deviennent de plus en plus merdiques parce qu'ils sont conçus justement pour garder notre attention, pour nous vendre plein de merde au lieu d'être utiles à notre vie quotidienne. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on pourrait... Bon, c'est un travail idéologique parce qu'on vit toujours, c'est un peu dans la fascination des multinationales, mais je pense que concrètement, on gagnerait plus à se nourrir autrement qu'en allant chez Carrefour acheter du Nestlé ou du Unilever. Et je pense la prochaine étape, ce serait de convaincre les politiques justement de chercher d'autres modèles. Donc ça peut passer par retour à des entreprises plus locales, plus résilientes, du service public, la sécurité. Enfin, il y a plein de modèles. On va pas rentrer là-dedans, mais je pense que là, en tout cas, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est vraiment à ce niveau-là que si on veut avoir une chance, justement par rapport à ces grands oligopoles, qu'il faut mener la bataille, quoi, de rendre justement, comment dire, en finir avec cette hypnose des multinationales. Il y a du boulot. Eh ben, merci à vous d'avoir coordonné ce livre qui est vraiment une bible, parce que c'est épais comme une bible, et très, 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 très riche. Merci à tous les deux. Merci. Pablo.